le journal de l'information. Après des avancées militaires, les autorités soudanaises dévoilent un plan politique visant à stabiliser le pays et préparer des élections libres et transparentes. ONU, l'Algérie insiste sur la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale et sa volonté de partager son expérience pour renforcer la stabilité internationale. Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères est à Addis Abeba pour la 46e session du Conseil exécutif de l'UA, où seront discutées la gouvernance, la sécurité et les réformes économiques africaines. Diplomatie africaine, l'ambassadrice Selma Haddadi met en avant la candidature de l'Algérie à ce poste stratégique, soulignant son engagement à contribuer aux réformes et à l'unité africaine. Auditrices, auditeurs, à vous qui nous regardez également, bonjour et bienvenue dans cette édition du mardi 11 février. Soudan, à la une, et après les avancées militaires enregistrées sur le terrain, les autorités soudanaises se projettent dans l'après-guerre. Le ministère des Affaires étrangères soudanais a dévoilé une feuille de route pour une transition politique avec pour objectif ultime l'organisation d'élections générales libres et transparentes. Rania Tracy, les détails. Fruit de larges consultations avec les forces politiques et les acteurs de la société civile, ce plan prévoit l'organisation d'un dialogue national inclusif, réunissant toutes les composantes politiques et sociales du pays, afin de préparer la transition et relancer un processus politique global qui devra aboutir à la tenue d'élections générales, libres et transparentes. Mohamed Hassab Rassoul, politologue soudanais. Le lancement d'un processus politique à ce stade est une nécessité et doit se faire à travers un effort mené par les forces nationales soudanaises qui sont restées aux côtés de la patrie. Elles doivent œuvrer au renforcement de l'esprit national et à la mobilisation des forces vives du pays pour construire un nouveau Soudan où il n'y a pas de place pour les agendas extérieurs ni pour les projets étrangers à dimension coloniale. Les autorités soudanaises annoncent aussi la mise en place d'un gouvernement composé de compétences nationales indépendantes pour mener la transition et surmonter les conséquences du conflit. Le projet de constitution sera amendé et validé par les forces politiques et la société civile avant la désignation d'un premier ministre qui dirigera l'exécutif sans ingérence. Des milliers de familles soudanaises ont fui un village de l'État du Darfour Nord, annoncent les Nations Unies, après une attaque attribuée aux forces de soutien rapide. Environ 8000 familles ont été déplacées du village de Salwama et de ses environs au sud de la capitale de l'État, El Fasher, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'Algérie réaffirme à New York son engagement envers la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, des résolutions du Conseil de sécurité s'y rapportant lors d'une séance du Conseil de sécurité sur les risques terroristes menaçant la paix et la sécurité internationale. Le membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies, Toufiq Koudeli, a souligné la volonté de l'Algérie de partager son expertise en la matière et de poursuivre le développement de solutions intégrant mesures sécuritaires et stratégies préventives. Et puis, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf est à Addis Abeba en Éthiopie pour participer aux travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, prévu les 12 et 13 du mois en cours. L'ordre du jour de cette session, qui se tient en prévision du sommet de l'UA, les 15 et 16 février 2025, comprend de nombreux dossiers et questions importantes liées à l'action africaine commune dans l'examen des rapports annuels des activités de l'organisation continentale et de ses différents organes, l'élection des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'élection de 6 commissaires de l'UA, le parachèvement du cadre juridique de la zone de libre-échange continentale africaine et l'adoption des statut de prévention ou du mécanisme plutôt africain de prévision et de réponse aux catastrophes selon le communiqué. Et puis à l'approche du sommet de l'Union africaine, la représentante permanente de l'Algérie auprès de l'UA, l'ambassadrice Selma Haddadi, insiste sur la portée de la candidature de son pays au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Selon elle, cette démarche est un engagement profond de l'Algérie à servir l'Union avec rigueur, conviction et un fort sens du devoir plutôt africain. Dans un entretien accordé à Africa Mani Radio, la diplomate affirme que cette candidature arrive à un moment clé et qu'elle est en phase avec les défis et opportunités du continent. On écoute Selma Haddadi. These elections, when we
Cette élection permettra de modifier la composition de l'équipe dirigeante de l'Union africaine, un événement toujours majeur dans la vie de l'organisation, car notre objectif, en tant qu'État membre de l'Union africaine, est de doter l'organisation du meilleur panafricanisme, des meilleures compétences et des meilleures dirigeantes. Mais cette élection en particulier rêve une importance particulière à plusieurs égards. Le premier est qu'il s'agit d'une élection visant à mettre en œuvre la réforme institutionnelle de l'Union africaine. On parle du Sahara occidental occupé à présent et depuis le début de cette année, 7 Espagnols ont été expulsés du Sahara occidental occupé par les autorités d'occupation marocaines. La dernière en date est l'expulsion de l'envoyé spécial du journal espagnol El Independiente, Francisco Carrion. Le journaliste fait l'objet d'une violente campagne au Maroc. Contacté par FM, le reporter affirme que son expulsion des territoires sahraouis occupés est une nouvelle démonstration que les autorités d'occupation marocaines ne veulent pas de témoins, qu'elles ne veulent pas que la situation réelle des Sahraouis sous l'occupation marocaine soit connue. Je vous propose d'écouter Francisco Carrion et il répond à Younes Jama. Mon expulsion des territoires occupés du Sahara occidental est un autre signe que les autorités marocaines ne veulent pas de témoins dans le territoire qu'elles occupent depuis 1975 et que les journalistes ne sont pas les bienvenus. J'ai été informé de mon expulsion par une lettre indiquant que pour des raisons de sécurité, je n'étais pas autorisé à entrer dans le territoire sahraoui. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Depuis le début de cette année, 7 Espagnols ont été expulsés du Sahara occidental par les autorités marocaines. C'est une nouvelle démonstration que la situation réelle des Sahraouis sous l'occupation marocaine soit connue. Pour le reporter espagnol, le Sahara occidental occupé est devenu un immense trou noir informationnel en raison du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain. On écoute Francisco Carrion toujours au micro de Younes Jama. Je pense aussi que le journalisme n'est pas un crime, que l'exercice du journalisme libre et indépendant, comme c'est mon cas, ne doit pas être poursuivi. Et je pense aussi que lorsqu'il y a un pays où les journalistes sont persécutés et punis, cela démontre un manque de liberté publique, de liberté d'expression et de liberté de la presse. Ainsi, dans ce cas, le Maroc se dépeint lui-même lorsqu'il empêche l'entrée de journalistes étrangers sur le territoire sahraoui, ainsi que des activistes et des observateurs. Comme le rappelle Reporters sans frontières, le Sahara occidental occupé par le Maroc est un immense trou noir informationnel en raison de l'absence de voix indépendantes et critiques qui puissent témoigner de ce qui se passe là-bas, à l'exception de quelques journalistes sahraouis qui restent sur le territoire malgré les mauvais traitements, les humiliations et les menaces des autorités marocaines. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani signe un décret convoquant des assises nationales du 15 au 19 février sur les enjeux de ces assises et les questions abordées. Voici un sujet de notre correspondant au Niger, Abdelkarim Mohamedou. 18 mois après son arrivée au pouvoir, le général de brigade Abdourahmane Tiani décide enfin de convoquer les assises nationales tant attendues par les Nigériens. Selon le décret signé par le chef de l'État vendredi dernier, elles auront lieu du 15 au 19 février 2025 et sonnent comme une étape cruciale pour l'avenir politique du pays. 700 délégués de différentes couches socio-professionnelles du pays sont invités à discuter des grandes orientations politiques et institutionnelles du pays. Et à travers cette rencontre des forces vives de la nation, de poser les jalons d'une refondation voulue par les militaires au pouvoir et certains acteurs, c'est une lourde mission qui pèse sur les délégués, celle de définir une feuille de route pour la transition militaire, la réforme des institutions ainsi que la restauration de la stabilité politique et sécuritaire. À Niamey, Abdelkarim Mohamedou pour Ifriqiya FM. On parle à présent de coopération. Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sabi Oumarou, poursuit sa visite de travail en Algérie. L'occasion de rencontrer son homologue algérien, Mohamed Arqab, ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. Mohamed Arqab indique que l'Algérie met à la disposition du Niger son expertise, mais également ses compétences humaines et le transfert de savoir-faire pour l'accompagner dans la chaîne de valeur dans le domaine de l'énergie. Sous les instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie souhaite accompagner le Niger dans cette mutation pour devenir un opérateur, comme le rappelle le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arqab.
Vous accompagnons sur toute la chaîne de valeur, de l'amont, de l'exploration jusqu'à la commercialisation, en passant par l'exploitation et le transport. C'est une chaîne de valeur, elle est intégrée, importante. Il faut maîtriser toute cette chaîne et devenir un opérateur dans le domaine pétrolier. C'est le souhait de l'Algérie. C'est les instructions du président de la République, Cheikh Majid Tebboune, c'est d'accompagner le Niger et c'est ce qu'on va le faire avec mon frère Oumarou. Nous avons déjà commencé un planning, une feuille de route qui est mise en place. Déjà 4 opérations réussies et nous allons continuer ensemble. Excellence. Cette visite marque la volonté manifeste des autorités nigériennes de se rapprocher de l'Algérie, de bénéficier de son expertise et de ses compétences. Sahabi Oumarou, ministre du pétrole de la République du Niger, souligne le respect total des engagements pris entre les deux parties, comme stipulé dans le procès-verbal signé lors de cette dernière visite en Algérie. Il remercie les intervenants algériens pour leur engagement. Le ministre nigérien rappelle les points de l'accord dans l'accompagnement dans le projet de création d'une raffinerie de Kafra et la formation par les experts algériens de stagiaires nigériens, futurs pilotes de l'industrie des hydrocarbures. On écoute. Nous avions sollicité leur accompagnement pour l'analyse du brut, puisque dans notre projet de raffinerie, il nous faut avoir la qualité du brut. Dieu merci, nous avions envoyé le brut qui a été analysé. Nous venons de recevoir le résultat de l'analyse. Un autre point de l'engagement qui a été pris concerne le renforcement des capacités des acteurs nigériens dans la mise en œuvre de cette industrie. La Sonatrach, le ministère du pétrole, le ministère de l'énergie, ont dépêché une mission spéciale qui a été animée, qui a évalué nos stagiaires et que demain après-demain, nous allons avoir le résultat de l'évaluation. Et qu'en est-il du reste de l'actualité, André Molélé? L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. L'inauguration du projet de restauration et de modernisation de l'électricité en Gambie, prévue pour le 20 février, marque une étape significative dans les efforts du pays pour moderniser son secteur énergétique. Le Botswana mène une évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation de la santé face au changement climatique dans des districts sélectionnés, une initiative proactive pour faire face aux défis posés par le climat. Au Nigeria, le gouvernement de Yobe a déployé 50 experts de la santé pour enquêter sur les causes des cas alarmants d'insuffisance rénale dans certaines parties de l'État. Et place à présent à la culture et l'agenda culturel à vous, Ruth Zono. Africulture, l'agenda culturel. En Algérie, la 7e édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine se tiendra à Annaba du 13 au 18 février. Au programme des représentations théâtrales, des conférences et des ateliers de formation. En Côte d'Ivoire, la 10e édition du festival Abidjan Capitale du Riz aura lieu du 21 au 23 février. Enfin, au Burkina Faso, la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays du Mali, du Burkina Faso et Niger se déroulera du 25 au 28 février à Ouagadougou. On termine avec la deuxième étape du Tour d'Algérie de cyclisme. L'Algérien Hamza Yassine a remporté hier la deuxième étape du Tour d'Algérie cycliste entre Constantine et Sétif dans l'est de l'Algérie. Le cycliste de Madar Cycling Pro Team a parcouru les 145,5 km en 3h28 minutes et 51 secondes. Il devance sur la ligne d'arrivée l'Érythréen Milkia Maekele et son compatriote Mohamed Najid Hassel. Et avec cette seconde victoire, Hamza Yassine conserve la tête du classement général. Le peloton des 83 coureurs est au départ aujourd'hui de la troisième étape longue de 130,6 km reliant Sétif à Batna. Et c'est par cette information que nous refermons notre journal d'information. Merci à Abdelrahman Ben Saïd, à Hakima Ben Masbah et Ahlam Selama à l'image. Merci pour votre écoute.